changer de vie. C'est souvent une question de courage. Il faut oser sortir du confort, affronter l'inconnu, tomber, se relever et continuer malgré tout, avec cette foi un peu folle que, quelque part au bout du tunnel, la persévérance finira par payer. Mais pour certains, le destin en décide autrement. Leur renaissance s'interrompt net avant même d'avoir commencé. C'est ce qui est arrivé à Myriam Vallejo. Elle est née le 9 août 1993 à Madrid, en Espagne. Fille unique, elle a grandi enveloppée d'amour et de douceur. Ses parents la chérissaient, et Myriam leur rendait bien. Dès son plus jeune âge, elle s'était distinguée par une immense tendresse, surtout envers les animaux. Impossible pour elle de croiser un chat errant ou un chien affamé sans s'arrêter pour les aider. C'était plus fort qu'elle. Myriam avait un cœur immense. Petite, elle rêvait de devenir vétérinaire. Mais en grandissant, la vie l'a orientée vers une autre voie. Après le lycée, elle a choisi la médecine et obtenu un diplôme d'assistante médicale. Déterminée à aller plus loin, elle a ensuite étudié la gestion administrative avant d'intégrer une entreprise pharmaceutique où elle travaillait comme technicienne de laboratoire. Et comme si le destin voulait récompenser ses efforts, Myriam a continué à gravir les échelons. D'un poste à un autre, elle s'est imposée comme une employée sérieuse, appliquée, passionnée, jusqu'à devenir chef du département des ventes dans une société d'informatique. Myriam travaillait sans relâche. Elle voulait s'affirmer, se prouver qu'elle pouvait tout accomplir par elle-même. Et elle y arrivait. Dans chaque entreprise où elle passait, on louait son sérieux, sa rigueur, sa loyauté. Ses collègues la respectaient, ses supérieurs l'admiraient. C'était une battante, une de celles qui comprennent que rien ne tombe du ciel, que les rêves se construisent à la sueur du front. Jusqu'à la fin de ses études, elle a vécu avec ses parents. Mais avec le temps, le besoin d'indépendance s'est imposé. Elle voulait son propre espace, sa liberté et surtout, offrir un foyer plus grand à ses 2 chiens, de gros compagnons qu'elle aimait comme ses enfants. Son rêve? Une maison avec un jardin, quelque part en dehors de la ville, où elle pourrait enfin respirer et vivre entourée de nature. Le problème, c'est que ce rêve coûtait cher. Bien trop cher pour une jeune femme qui débutait dans la vie active. Alors Myriam a eu une idée. Partager la location d'une maison avec sa meilleure amie, Célia. À 2, c'était faisable. Mieux encore, c'était une aventure excitante. Quitter le nid, s'installer ailleurs, commencer une nouvelle vie. Célia, elle, n'était pas seule. Son petit ami, Sergio, faisait partie du projet. Le couple s'était rencontré dans une entreprise spécialisée dans la fabrication de batteries, là où ils travaillaient tous les 2. Tout semblait parfait. 3 jeunes adultes, pleins d'énergie, prêts à bâtir leur avenir sous un même toit. Sergio travaillait comme technicien de maintenance, tandis que Célia occupait un poste de laborantine. Ensemble, avec Myriam, ils ont trouvé la maison idéale. Peu après, le trio s'est installé dans une petite localité tranquille, appelée Villanueva de la Torre, un coin paisible de la province espagnole, entouré de champs agricoles et de quelques zones industrielles en périphérie. Leur nouveau quartier semblait parfait, calme, sûr, presque sans histoire. Une de ces petites communautés où tout le monde se connaît, où les portes restent entr'ouvertes et où l'on se sent protégé. Peu à peu, les 3 jeunes gens ont pris leur marque. Myriam, surtout, adorait ce nouvel environnement. Les grands espaces, les terrains vagues où elle pouvait promener ses 2 chiens pendant des heures, c'était exactement ce dont elle rêvait. Mais le 16 janvier 2019, ce décor paisible s'est soudain transformé en scène d'horreur. Ce soir-là, un jeune couple se promenait non loin de là, dans un sentier bordé de broussailles. Tout semblait ordinaire, jusqu'à ce qu'ils remarquent une silhouette étendue dans l'ombre, à moitié dissimulée par les buissons. Ils se sont approchés, hésitants, et l'instant d'après, la terreur les a frappés de plein fouet. Le corps d'une jeune femme couvert de sang. Paniqués, ils ont immédiatement appelé les secours. La victime respirait encore, faiblement, mais lorsque les secours sont arrivés sur place, il était déjà trop tard. La jeune femme n'avait que 25 ans. Et ceux qui vivaient dans le quartier n'ont pas mis longtemps à la reconnaître. C'était Myriam Vallejo. Elle s'était installée ici seulement quelques mois plus tôt, pleine d'espoir, prête à écrire un nouveau chapitre de sa vie, sans savoir que ce chapitre serait le dernier. Beaucoup de voisins l'avaient déjà vue promener régulièrement ses chiens dans les terrains vagues autour du quartier. Alors, en découvrant le corps,
Ils n'ont pas eu besoin de chercher longtemps pour savoir de qui il s'agissait. Oui, c'était bien Myriam, et c'est précisément là, dans ce coin isolé qu'elle aimait tant, qu'on l'a retrouvée. La jeune femme avait subi une attaque d'une violence inimaginable. Elle a été poignardée à de multiples reprises. Des coups concentrés sur la poitrine, le cou, le dos, les flancs, et jusque sur les bras, preuve qu'elle s'était défendue jusqu'au bout, qu'elle avait lutté de toutes ses forces pour survivre. Les enquêteurs, arrivés sur les lieux, ont vite cherché à comprendre qui pouvait vouloir du mal à une fille aussi douce. Ils ont découvert qu'elle vivait avec 2 amis, Celia et Sergio, dans la maison récemment louée à Villanueva de la Torre. Très vite, la police s'est rendue chez eux pour tenter de reconstituer les dernières heures de Myriam. Ce soir-là, Myriam était sortie de chez elle vers 20h30 pour promener ses chiens. 2 lui appartenaient. Les 2 autres étaient ceux d'une amie de sa voisine, Celia. Quant à Celia elle-même, elle venait tout juste de rentrer d'un déplacement dans une autre ville. Elle ignorait encore tout de ce qui venait de se produire. Mais sur la route du retour, un détail l'avait déjà inquiétée. Myriam ne répondait plus à ses appels, et quand elle était arrivée à la maison, les chiens n'étaient pas là non plus, pas un seul. Pourtant, un fait étrange allait vite troubler les enquêteurs. Les 4 animaux, tous sains et saufs, attendaient calmement que Celia vienne les récupérer. Ils ne s'étaient pas enfuis. Mais surtout, ils n'étaient pas restés auprès du corps de leur maîtresse. Un détail glaçant qui allait soulever bien des questions. Sur les lieux, les policiers ont rapidement croisé plusieurs témoins, un petit groupe d'habitants du quartier, venus eux aussi promener leurs chiens ce soir-là. Ils avaient tous vu Myriam. Mieux encore, ils avaient marché un moment à ses côtés, bavardé avec elle, partagé cette routine quotidienne dans la bonne humeur. Rien, absolument rien, ne laissait présager la tragédie qui allait suivre. Myriam semblait détendue, souriante, dans son élément. Et pourtant, à peine 10 ou 15 minutes après cette rencontre, tout avait basculé. Les promeneurs ont raconté que la jeune femme s'était ensuite éloignée un peu, prenant la direction d'un terrain vague qu'elle affectionnait particulièrement. Un endroit tranquille, isolé, parfait pour laisser courir ses chiens. C'est précisément là qu'on l'a retrouvée. D'après la reconstitution, l'attaque aurait eu lieu presque aussitôt après qu'elle eût disparu du champ de vision des autres promeneurs. Environ 20 minutes après son départ de la maison, Myriam avait été frappée. Et 10 minutes plus tard, son corps gisait déjà dans la poussière, découvert par un couple horrifié. Le plus troublant, personne n'avait rien vu. Pas une silhouette, pas un cri distinct, pas même un bruit suspect. L'agresseur avait frappé vite, froidement, et s'était volatilisé dans le silence de la nuit. La police, aidée de chiens renifleurs, avait aussitôt ratissé la zone. En vain. Pas la moindre trace exploitable. Pas d'armes, pas d'empreintes, pas de témoins visuels. Rien. Restait alors la grande question, pourquoi? Quel pouvait bien être le mobile d'un crime aussi sauvage, contre une jeune femme sans histoire? Très vite, les enquêteurs ont commencé à écarter certaines hypothèses. L'agression sexuelle? Impossible. Aucune trace, aucun signe de violence de ce type n'avait été relevé sur le corps. Le vol? Non plus. Myriam portait toujours sur elle son téléphone, ses bijoux et l'argent qu'elle avait emporté pour sa promenade. Rien n'avait disparu. Alors pourquoi? Pourquoi une telle rage, une telle cruauté, sans le moindre mobile apparent? Les policiers ont commencé à envisager une piste plus sombre, plus intime, celle d'un crime personnel. Un meurtrier qui connaissait Myriam. Quelqu'un qu'elle avait aimé, côtoyé ou peut-être contrarié. Un lien émotionnel fort déformé par la colère, la haine ou la vengeance. Et cette intuition s'est vite confirmée. Le rapport médico-légal a révélé un détail terrifiant. Myriam avait reçu plus de 90 coups de couteau. Oui, 90. Et l'expert a déterminé que 2 armes différentes avaient été utilisées. Aucune n'a été retrouvée sur les lieux. La majorité des blessures étaient superficielles, des entailles, des coups de rage, mais les premières plaies, elles, avaient été portées dans le dos et l'abdomen. Myriam avait été attaquée par surprise, sans la moindre chance de se défendre. Selon les experts, l'agresseur n'était pas particulièrement fort physiquement. Pourtant, il s'était acharné. 8 coups avaient atteint les reins, provoquant une hémorragie interne fatale. Un autre, en plein cœur, avait scellé son sort. L'autopsie a également montré que le supplice avait duré longtemps.
Trop longtemps. Au moins 10 minutes. 10 minutes d'horreur, de douleur, de lutte et d'incompréhension absolue. 10 minutes d'acharnement. C'est long. Bien trop long pour un lieu pourtant fréquenté par d'autres promeneurs. C'est ce qui a immédiatement intrigué les enquêteurs. Comment une telle scène de violence avait-elle pu se dérouler sans que personne n'entende quoi que ce soit? Ni cri, ni appel à l'aide, ni agitation suspecte. Rien. Personne n'avait rien vu, rien entendu. Le silence absolu. Et pourtant, tout indiquait que Myriam s'était débattue. Ses mains portaient les traces d'une lutte désespérée. Plusieurs ongles brisés, de profondes entailles, des ecchymoses. Elle s'était défendue jusqu'au bout. Et logiquement, dans une attaque aussi féroce, le tueur aurait dû être blessé à son tour. Mais le détail le plus troublant restait à venir. Myriam n'était pas seule ce soir-là. 4 chiens, tous de grande taille, l'accompagnaient. Pourtant, aucun n'avait réagi. Pas un aboiement, pas un signe d'agressivité, pas même un mouvement pour défendre leur maîtresse. Rien. Les policiers en ont tiré une conclusion glaçante. Le meurtrier était connu des chiens. Autrement dit, il était connu de Myriam. Il faisait partie de son cercle, quelqu'un qu'elle côtoyait régulièrement, en qui elle avait confiance. Peut-être même quelqu'un qui vivait tout près. Les analyses de son téléphone ont d'ailleurs ajouté une couche de mystère. Certaines données avaient été effacées après sa mort. Des messages, des appels, des traces d'activité. Impossible de déterminer quand exactement, ni par qui. Mais une chose était sûre, quelqu'un avait manipulé le téléphone après l'agression. Et un autre détail, plus discret, mais tout aussi important, a retenu l'attention des enquêteurs. La plupart des blessures étaient superficielles, ce qui, selon les experts, suggérait un agresseur de faible force physique. Peu à peu, une hypothèse inattendue a commencé à se dessiner. Et si le meurtrier n'était pas un homme? Les enquêteurs en étaient convaincus, l'assassin n'avait pas une grande force physique. Les coups, nombreux mais peu profonds, portaient une marque bien particulière, celle d'une colère émotionnelle, viscérale, presque incontrôlable. Et cette rage, selon les experts, ressemblait à celle que l'on retrouve parfois dans les crimes passionnels commis par des femmes. Jalousie, envie, vengeance. 3 poisons capables de faire exploser la raison, surtout lorsqu'ils se mêlent à la douleur du rejet. C'est sur cette base que la police a commencé à scruter de près le cercle intime de Myriam. Avait-elle un différend récent? Une rivalité amoureuse? Une amie trahie? Quelqu'un avec qui les émotions auraient pu virer à la haine? Comme Myriam, Célia et Sergio s'étaient installés récemment dans ce quartier. Très vite, la rumeur a commencé à enfler. Et si la tueuse se trouvait parmi eux? Plus précisément, et si c'était Célia? L'idée s'est propagée à une vitesse folle. Les journaux locaux en parlaient, les voisins chuchotaient. On disait que l'assassinat portait une signature féminine, et cela suffisait à faire de Célia la coupable idéale. Sauf qu'en réalité, elle venait de perdre sa meilleure amie. Et au lieu de compassion, elle recevait des regards de haine. Mais Célia n'a jamais cessé de clamer son innocence. Et bientôt, les faits ont parlé pour elle. Elle avait un alibi solide. Le soir du meurtre, elle se trouvait dans une autre ville. La police l'a donc blanchie. Mais dans la petite communauté, le mal était fait. Les rumeurs ont continué à circuler, les murmures à se répandre. On la dévisageait dans la rue, on murmurait sur son passage. Elle avait perdu sa meilleure amie, et désormais, elle perdait aussi la paix. L'affaire avait désormais quitté les colonnes des journaux pour envahir le web. Sur les réseaux sociaux, tout le monde croyait savoir. Les internautes menaient leur propre enquête, partageaient des théories absurdes, inventaient des preuves, désignaient des coupables. Et bien sûr, Célia était la cible principale. Les rumeurs en ligne se transformaient en menaces, en insultes, en harcèlement quotidien. Elle recevait des messages anonymes, des commentaires haineux. La jeune femme vivait dans une angoisse permanente, tout en continuant à coopérer avec les enquêteurs, parce qu'au fond, malgré la douleur, elle voulait avant tout que justice soit faite pour Myriam. Et selon elle, le tueur ne faisait pas partie du cercle proche. Elle en était convaincue. L'agresseur était un inconnu, car Myriam n'avait pas d'ennemis. Aucune fréquentation douteuse.
Elle évitait les personnes violentes, les manipulateurs, les profils à problème. Elle détestait les conflits. Sa vie, c'était le travail, ses chiens, ses amis, la tranquillité, rien d'autre. C'est pourquoi, face à cette impasse, les enquêteurs ont dû rouvrir une hypothèse qu'ils avaient d'abord écartée, celle d'une tentative de viol. Peut-être, pensait-il, que l'agresseur avait été interrompu avant d'aller au bout de son acte. Mais malgré des recherches minutieuses, aucune preuve n'est venue appuyer cette théorie. L'enquête piétinait. Jusqu'à ce qu'un nouveau nom apparaisse dans le dossier, l'ex-petite amie de Myriam. Les amis de la jeune femme avaient évoqué sa relation passée, par souci d'honnêteté. Mais très vite, les détectives ont compris qu'il ne correspondait pas au profil. Ce garçon n'avait jamais été violent ni possessif. Leur rupture remontait à longtemps, et elle s'était faite dans le calme, sans dispute, sans menace. Ils avaient simplement pris des chemins différents, sans se retourner. Bref, il n'y avait rien, absolument rien, qui puisse en faire un suspect crédible. L'ex-petite amie fut rapidement écarté de l'enquête. Non seulement il vivait à Madrid, tout près de la famille Vallejo, à plusieurs dizaines de kilomètres de Villanueva de la Torre, mais il disposait aussi d'un alibi solide, vérifié et confirmé. Aucune zone d'ombre, aucune incohérence. L'homme n'avait strictement rien à voir avec ce drame. Alors, les enquêteurs ont commencé à explorer une nouvelle hypothèse, bien plus déroutante. Et si le véritable objectif du tueur n'avait pas été Myriam mais Celia? Les deux jeunes femmes se ressemblaient. Même taille, même silhouette, même couleur de cheveux. Et surtout, elles se relayaient souvent pour sortir les chiens. Ce soir-là, Myriam portait un bonnet et une écharpe qui lui cachaient partiellement le visage. De quoi, dans la pénombre, induire en erreur quelqu'un qui n'observait pas de près. L'idée paraissait folle, mais pas impossible. Et si le meurtrier s'était simplement trompé de cible? Cette théorie semblait d'autant plus crédible que les deux femmes partageaient le même mode de vie, les mêmes trajets, les mêmes horaires. Mais après vérification, cette piste s'est elle aussi effondrée, car Celia n'avait aucun ennemi, aucun ex jaloux, aucun conflit connu, aucune personne susceptible de lui vouloir du mal. Personne ne la suivait, personne ne la menaçait. L'enquête piétinait à nouveau. Plus d'une centaine de personnes ont été interrogées, amis, collègues, voisins, relations lointaines. Tous ont fourni un alibi, et la plupart ont accepté même de donner un échantillon ADN pour aider la police. Rien. Aucune correspondance. Aucun profil inquiétant. Aucun mobile crédible. Alors les enquêteurs ont dû se concentrer sur ce qu'ils avaient devant eux. Le cercle le plus proche de Myriam. Ceux qui partageaient son quotidien. Ceux qu'elle voyait chaque jour. Deux noms ressortaient désormais. Deux personnes. Ses compagnons de colocation, Celia et Sergio. Naturellement, les deux personnes les plus proches de Myriam ont été au centre de l'attention, Celia et son compagnon Sergio, avec qui elle partageait la maison. Mais une fois de plus, les faits ont rapidement parlé en faveur de Celia. Sa position ce soir-là était incontestable. Le soir du meurtre, elle se trouvait à plus de 20 kilomètres de Villanueva de la Torre. Des dizaines de témoins l'avaient vue. Des photos, des vidéos et les données de géolocalisation de son téléphone confirmaient sans ambiguïté son alibi. Même les caméras de surveillance des lieux qu'elle avait visités validaient son emploi du temps. Bref, il n'y avait aucun doute. Celia n'avait rien à voir avec la mort de sa meilleure amie. Mais pour Sergio, c'était une autre histoire. Les premières suspicions sont apparues discrètement, presque comme un murmure dans le rapport d'enquête. Mais plus les policiers creusaient, plus les détails devenaient troublants. Dès les débuts de leur colocation, les relations entre Myriam et Sergio avaient été tendues. Myriam, d'un naturel doux et réservé, avait confié à Celia qu'elle ne se sentait pas à l'aise en sa présence. Quelque chose dans son attitude, son regard, son comportement la mettait mal à l'aise. Parfois, il s'emportait sans raison, lançait des remarques désagréables ou des piques injustifiées. Rien d'explosif, rien de vraiment violent, mais suffisant pour créer un malaise constant. Celia, essayant de préserver l'équilibre de la colocation, jouait les médiatrices. Elle calmait les tensions, rappelait à chacun qu'il partageait les frais, la maison, les responsabilités. Et petit à petit, tout semblait s'être apaisé. Mieux encore, elle affirmait que Sergio avait même rendu service à Myriam.
Il l'avait aidé à installer l'antenne de télévision, à déplacer des cartons lourds, à s'installer confortablement. Un comportement amical, presque fraternel, en apparence. Mais les enquêteurs, eux, commençaient à soupçonner qu'entre ces deux-là, quelque chose d'autre bouillonnait sous la surface, quelque chose de bien plus sombre. Célia refusait d'y croire. Pour elle, c'était impensable. Son petit ami ne pouvait pas être mêlé à un meurtre, et encore moins à un massacre d'une telle brutalité. Près d'une centaine de coups de couteau? Non, pas lui. Mais les enquêteurs, eux, n'étaient pas convaincus. Ils ont donc décidé de vérifier l'alibi de Sergio. Le soir du crime, entre 20h30 et 21h, il affirmait être resté tranquillement chez lui, en train de jouer à la console, une PlayStation. Un détail simple, mais vérifiable. Les techniciens ont saisi la console, l'ont allumée, examiné les journaux de connexion, les données d'activité. Et en effet, Sergio disait vrai, la console avait bien été utilisée à ce moment-là. Tout semblait collé. Alors la police l'a relâché, officiellement du moins, car officieusement, il restait dans le viseur. Et 3 jours plus tard, un événement inattendu est venu tout bouleverser. Sans prévenir, Sergio a rompu avec Célia. Il a fait ses valises, quitté la maison qu'il partageait avec Myriam. Personne ne comprenait pourquoi, pas même Célia. Elle a confié à ses proches que tout s'était passé trop vite, sans explication claire. Un départ brutal, presque fuyant. Pourtant, au travail, ils continuaient à se croiser, à se parler poliment, comme si de rien n'était. Mais quelque chose, profondément, avait changé. Puis est venu le jour des funérailles, une cérémonie sobre, douloureuse, à laquelle ont assisté près de 500 personnes. Des amis, des collègues, des inconnus émus par cette tragédie absurde. Parmi les nombreuses personnes présentes aux funérailles, Sergio était là, et les enquêteurs ne le quittaient pas des yeux. Officiellement, il venait rendre hommage à Myriam. En réalité, son comportement a glacé tous ceux qui l'observaient. Il restait à l'écart, toujours seul, sans jamais s'approcher de la famille Vallejo. Pas un mot, pas une larme, pas un geste d'empathie, juste une silhouette en retrait, vêtue d'un long manteau, d'un chapeau et de lunettes de soleil, comme s'il cherchait à dissimuler son visage. Il passait la plupart du temps dehors à enchaîner les cigarettes, le regard vide, les mains tremblantes. Et malgré sa tentative de se fondre dans la foule, tout le monde l'avait reconnu. Certains invités ont même remarqué quelque chose d'étrange, des griffures sur son nez et d'autres sur ses mains, des marques nettes, fraîches. Lorsqu'on lui a demandé d'où elles venaient, Sergio a expliqué qu'il s'était blessé au travail à cause d'un incident mineur sur une machine, une version plausible, mais qui sonnait faux, trop bien préparé, trop vite servi. Malgré ses doutes, les semaines ont passé. L'enquête, elle, s'enlisait. Pendant 7 longs mois, les policiers ont multiplié les interrogatoires, les expertises, les recoupements, sans avancée majeure. Jusqu'à ce jour, le 13 août 2019. Ce jour-là, les enquêteurs ont enfin franchi le pas. La première arrestation officielle dans l'affaire Myriam Vallejo venait d'avoir lieu. Le suspect, Sergio, 29 ans. Lui, le colocataire, le petit ami de Célia. Celui que tout le monde décrivait comme un homme calme, posé, sans histoire. Ses amis le disaient passionné de jeux vidéo, amateur de pêche, travailleur régulier. Pas une once de violence, pas de passé criminel. Bref, le portrait parfait de l'homme ordinaire. Le fait que Sergio n'ait aucun antécédent judiciaire n'a pas suffi à convaincre les enquêteurs qu'il faisait fausse route. Non. Quelque chose, dans son attitude, dans sa façon de fuir après le meurtre, continuait de sonner faux. C'est donc au domicile de ses parents où il s'était installé juste après sa rupture avec Célia que la police est venue l'arrêter. Une arrestation sans éclat, presque silencieuse. Lors de la perquisition, les agents ont saisi plusieurs objets, un ordinateur, quelques téléphones portables, une voiture, plusieurs vêtements, et surtout une découverte pour le moins troublante. Dans le fond d'un placard, soigneusement rangé, une machette. Un objet inquiétant, impossible à ignorer dans une enquête marquée par une extrême violence. Tous ces éléments ont immédiatement été envoyés pour expertise médico-légale. Pendant ce temps, Sergio continuait de nier, froidement, calmement. Toujours la même version. Il n'avait rien à voir avec le meurtre de Myriam.
Mais les enquêteurs, eux, étaient de plus en plus convaincus du contraire. Deux scénarios avaient émergé de leurs analyses. Le premier, le plus sombre, évoquait une tentative d'approche sexuelle qui aurait dégénéré. Sergio aurait voulu avoir une relation intime avec Myriam. Elle aurait refusé, et ce refus aurait déclenché chez lui une explosion de rage. La seconde hypothèse, plus plausible encore, pointait vers un crime de dissimulation. Selon les détectives, Myriam aurait découvert que Sergio trompait Celia avec un homme et elle comptait le lui dire. Une trahison qui aurait pu détruire sa relation, son image, sa vie sociale. Alors il aurait décidé de la faire taire, définitivement. Mais ce qui allait sceller son sort, ce n'était ni son comportement, ni les rumeurs. C'était sa console de jeu. L'analyse approfondie de la console de jeu a fini par tout faire basculer. Oui, la PlayStation avait bien été allumée à l'heure indiquée par Sergio. Mais un détail crucial a tout changé. Le contrôleur n'avait pas été utilisé pendant la majeure partie de ce laps de temps. Autrement dit, personne ne jouait réellement. Les enquêteurs en ont tiré une conclusion implacable. Sergio avait laissé la console allumée volontairement pour créer un faux alibi. Pendant que la machine tournait, lui, il était dehors. Et c'est précisément à ce moment-là que Myriam a été assassinée. Puis, les résultats des analyses médico-légales sont tombés. Sur les vêtements de la victime, les experts ont retrouvé des traces d'ADN appartenant à Sergio. Selon les enquêteurs, elles correspondaient au moment de l'attaque. Il aurait saisi Myriam par le cou d'une main avant de la frapper à plusieurs reprises de l'autre. Les marques sur ses bras montraient qu'elle s'était défendue, qu'elle avait réussi à lui échapper, un court instant avant que la rage ne reprenne le dessus. L'avocat de Sergio a immédiatement tenté de minimiser la découverte. Pour lui, c'était un transfert accidentel. Ils vivaient sous le même toit, se croisaient tous les jours, partageaient la même machine à laver, manipulaient parfois les mêmes vêtements. « Mon client n'a jamais levé la main sur Myriam », affirmait-il. Mais un nouvel élément est venu réduire ses arguments à néant. Non loin du corps, les policiers ont retrouvé plusieurs mégots de cigarettes. Et, sur ces mégots, l'ADN de Sergio. Des preuves qui, mises bout à bout, formaient un tableau terriblement clair. L'homme calme, discret, amateur de pêche et de jeux vidéo, avait peut-être passé 7 mois à dissimuler l'un des meurtres les plus sauvages de toute la région de Guadalajara. Même face aux preuves, l'avocat de Sergio n'a pas cédé. Il a tenté de discréditer les éléments présentés par la police. Selon lui, les mégots de cigarettes retrouvés près du corps n'étaient pas liés au meurtre. Ils auraient simplement été laissés là plus tôt, lorsque Sergio promenait les chiens et fumait dans le secteur. Une explication qui paraissait tirée par les cheveux, mais que le juge a tout de même noté comme argument recevable. Les enquêteurs, de leur côté, étaient persuadés d'avoir trouvé l'arme du crime, la machette découverte dans sa chambre. Mais Sergio, imperturbable, affirmait que c'était un souvenir de son grand-père, décédé depuis des années. Un objet sentimental, disait-il, qu'il utilisait parfois pour couper des branches ou lors de ses parties de pêche. Et contre toute attente, l'expertise balistique et médico-légale lui a donné raison. La machette n'avait pas servi à tuer Myriam. Aucune trace de sang, aucune correspondance avec les blessures. Lors des audiences préliminaires, son avocat a tenté de jouer sur le profil de son client. Un homme sans antécédents, sans violence connue, sociable, poli, qui, après la mort de Myriam, avait continué à mener une vie normale. Il avait même gardé contact avec la famille Vallejo, leur écrivant pour leur présenter ses condoléances et leur apporter, disait-il, du soutien. Mais malgré ce vernis d'innocence, le juge n'a pas été convaincu. Le comportement calme de Sergio après le crime semblait plutôt traduire un sang-froid inquiétant. Le tribunal a donc ordonné sa détention provisoire sans possibilité de libération sous caution, le temps que le procès soit instruit. C'est à ce moment-là que les enquêteurs ont fouillé plus profondément dans sa vie privée. Et ce qu'ils ont trouvé a ravivé une lueur de doute. Dans son téléphone, plusieurs échanges entre Sergio, son frère et Celia. Des messages où la jeune femme, visiblement en colère, qualifiait son ex-petite amie de salaud et de psychopathe. De quoi relancer un instant les soupçons autour d'elle. Et si elle savait quelque chose? Et si elle avait caché des détails importants? Mais après une série de vérifications, cette piste s'est une fois de plus effondrée. Aucune preuve, aucune complicité, aucune dissimulation.
Célia n'était coupable que d'une chose, d'avoir fait confiance au mauvais homme. Célia expliquait aujourd'hui sa colère par la douleur, par la trahison. Elle disait n'avoir jamais imaginé que l'homme qu'elle aimait puisse non seulement la tromper, mais aussi lui voler sa meilleure amie et sa paix intérieure. Lors de l'arrestation de Sergio, elle n'avait pas pu se contenir. Submergée par la rage et la déception, elle avait crié qu'elle espérait le voir mourir en prison. Plus tard, lorsqu'elle a été convoquée de nouveau par les enquêteurs, Célia s'est montrée plus posée. Elle a confié avoir appris, après la mort de Myriam, l'existence de nombreuses infidélités de la part de Sergio. Elle avait également découvert qu'il consommait des substances illicites, un détail qu'elle avait jusque-là préféré taire, par honte ou peut-être par pitié. Mais désormais, elle en était convaincue. Sergio était coupable. L'analyse de son téléphone est venue confirmer les soupçons. Le soir du meurtre, pendant que Célia était partie de la maison, Sergio échangeait des messages avec une autre femme. Des messages au ton ambigu qui laissaient penser à une liaison secrète. Les enquêteurs ont alors élaboré une hypothèse glaçante. Sergio aurait reçu quelqu'un chez lui pendant l'absence de Célia et de Myriam. Mais lorsque Myriam serait rentrée plus tôt que prévu et aurait découvert la scène, elle aurait menacé de tout révéler à Célia. Et c'est à ce moment-là que le drame aurait éclaté. Une dispute, la panique, puis la rage. Une attaque aveugle, déchaînée, qui s'est transformée en meurtre. Quand cette version a commencé à circuler, les infidélités de Sergio sont devenues un secret de Polichinelle. Et Célia, une fois encore convoquée par la police, a livré un détail crucial. Elle s'est souvenue qu'après la mort de Myriam, Sergio avait brûlé plusieurs de ses affaires personnelles. Pas quelques papiers, mais des vêtements entiers. Selon elle, il avait tout fait disparaître dans les jours qui ont suivi le meurtre, prétextant qu'il voulait faire le ménage dans sa vie. Mais pour les enquêteurs, cette purge ressemblait beaucoup plus à une destruction de preuves. C'est plus tard que Célia a compris. Les vêtements que Sergio avait brûlés, c'étaient ceux qu'il portait le soir du meurtre, déshabillés parfaitement en bon état, qu'il avait détruits sans raison apparente, et elle n'en doutait plus. Il l'avait fait pour effacer les traces. Mais face aux enquêteurs, Sergio est resté imperturbable. Il a nié, encore et encore. Selon lui, Célia cherchait simplement à se venger de ses infidélités, de leur rupture, de toute la souffrance qu'il lui avait causée. Et dans son esprit, tout cela suffisait à expliquer les mensonges de son ex. Pourtant, un témoignage de Célia allait bientôt relancer le tumulte médiatique. Lors d'une conversation avec le frère de Sergio, elle avait déclaré que les couteaux utilisés pour tuer Myriam avaient été enterrés quelque part près de la maison. Quand les enquêteurs l'ont confrontée à cette affirmation, elle a expliqué qu'elle tenait cette information d'un médium. Oui, un voyant qu'elle avait consulté par désespoir. Selon lui, les armes du crime étaient dissimulées non loin du domicile du suspect. Mais Célia n'en savait pas plus, ni l'endroit précis, ni le type de couteau. Et après des fouilles méticuleuses dans tout le périmètre, aucune arme n'a été retrouvée. Les déclarations de la jeune femme, aussi sincères soient-elles, n'ont donc eu aucun poids dans l'enquête. Le 20 septembre 2019, face au manque de preuves tangibles, le juge a décidé de maintenir Sergio en détention provisoire. Mais au fil des semaines, la situation s'est inversée. Aucune trace d'ADN supplémentaire n'a été trouvée sur les objets saisis dans la maison de ses parents. Pas un seul indice nouveau. Et contre toute attente, le 20 décembre 2019, Sergio a été remis en liberté, libre, après 4 mois derrière les barreaux, faute de preuves, mais sûrement pas faute de doute. Sergio a été libéré mais sous surveillance stricte, sans passeport et contraint de se présenter chaque semaine au tribunal. Pendant ce temps, les enquêteurs poursuivaient leurs recherches, sans résultat. L'affaire semblait s'éteindre. Jusqu'à décembre 2020, quand un nouveau nom a surgi, Alberto Bersosa, un jeune homme interné pour désintoxication. Il affirmait connaître les détails du meurtre de Myriam Vallero, prétendant que Sergio, son ancien codétenu, lui avait tout avoué. Mais rapidement, son récit s'est effondré. Les incohérences étaient nombreuses, les faits ne correspondaient pas, et son ADN n'apparaissait nulle part. Pire encore, Alberto s'est ensuite auto-accusé avant que la police ne découvre qu'il souffrait simplement de troubles mentaux. Pour la famille Vallero,
Ce fut une énième désillusion. En janvier 2023, le juge a finalement conclu que les preuves étaient insuffisantes pour poursuivre qui que ce soit. Malgré les soupçons persistants envers Sergio, le dossier restait vide. L'affaire Myriam Vallejo a été classée, laissant la vérité dans l'ombre. Après la clôture du dossier, l'avocat de Sergio a aussitôt annoncé son intention de réclamer une indemnisation pour les torts subis. 4 mois de détention, une surveillance permanente, une réputation anéantie. Sergio, isolé, insulté, menacé, avait tout perdu. Le drame ultime, la mort de son père, emporté par un cancer aggravé, selon la famille, par le stress de l'affaire. L'homme demandait désormais le retour de ses biens et 300 000 € de dédommagement moral. Pour les Vallejo, c'était un nouveau coup dur. Leur fille, Myriam, semblait tomber dans l'oubli judiciaire. Mais ils ont refusé d'abandonner. Lettres, appels aux médias, pétitions. Jusqu'à ce qu'en juillet 2025, un nouveau témoin surgisse. Cette personne affirmait avoir entendu 2 voix distinctes la nuit du meurtre, sur les lieux du crime. Cette révélation a tout changé. 2 voix, 2 agresseurs possibles. Les analyses concordaient. 2 armes différentes, des blessures variées, une attaque trop rapide pour un seul auteur. Une reconstitution a confirmé cette hypothèse, relançant officiellement l'enquête après des années d'impasse. Aujourd'hui, l'affaire Myriam Vallejo reste non résolue. L'instruction continue, méticuleuse. Le parquet assure que les coupables seront retrouvés. Pourtant, le doute persiste. Sergio, accusé par beaucoup, reste libre. Son ADN sur les vêtements de Myriam, ses griffures, son mensonge sur la Libye, son comportement suspect, tout semble l'incriminer. Et pourtant, il n'est plus considéré comme suspect. Alors que faut-il croire? Était-il vraiment le meurtrier qui a échappé à la justice ou simplement une victime du hasard et des apparences? Une chose est sûre, dans cette affaire, le doute est plus vivant que jamais. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime pour soutenir mon travail. Merci à tous d'avoir suivi cette enquête. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire vraie.